Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr. hmetaichi.fr. Bonne écoute. Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Je vous informe aussi que ce podcast est entièrement enregistré avec des voix humaines et sans intelligence artificielle. Et donc, ça n'est pas la voix de Julien qui vous accueille aujourd'hui, même si on va l'entendre dans quelques instants, c'est une autre voix, parce qu'aujourd'hui, donc sur le podcast de Julien Desbordes, on va vous proposer une interview de Julien. Julien a parlé pas mal de son parcours, notamment dans un podcast qui y a peu de temps, et on avait envie peut-être de l'entendre d'une façon différente aujourd'hui, parler peut-être de sujets avec un angle différent. Alors Julien, c'est moi qui t'accueille dans ton propre podcast. Bonjour. Salut Denis. Julien, donc tu as évoqué ton parcours. Je voulais en parler un petit peu. Je voulais notamment voir avec toi que tu nous dises ou que tu nous redises un petit peu ce que tu attendais en fait quand tu as démarré le Tai Chi au départ. T'attendais quoi en fait ? T'espérais quoi ? Si j'espérais quelque chose, oui, on peut dire que j'espérais que ça m'aide psychologiquement à être mieux. C'est ce que tu as évoqué dans le podcast précédent ? Oui, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais j'ai tu as dit exactement ça, je pense. Ouais. Il y avait l'attrait pour les arts martiaux, donc là c'est pas une attente, c'est juste une envie. Et puis oui, j'avais besoin de faire un travail sur moi-même au niveau psychologique, au niveau mental, et j'avais des doutes sur le fait que le Tai Chi puisse faire ce travail-là. Mais j'ai dû en parler, je crois aussi. Oui, j'ai un élève qui faisait du Tai Chi, de la méditation et d'autres choses aussi, et qui m'avait dit oui, ça travaille mentalement. Et moi, je comprenais pas. Je lui dis comment ça peut faire un travail mental de bouger tout ça. Il m'avait dit en fait, t'es tellement attentif et tout ça que du coup le mental il va se calmer et tout ça. Je fais bon, ok. Voilà. Mais ça a pris du temps pour que je comprenne par moi-même ce qu'il voulait dire. Mais avant le Tai Chi, t'avais fait du sport, t'avais fait des activités impliquant le corps ou pas du tout ? Quasiment pas. Dans ta jeune enfance, t'as pas fait de sport ? Dans mon enfance, j'ai dû faire 1 an de foot, vers 11 ans, tu vois, quelque chose comme ça. J'ai dû faire 1 ou 2 ans de tennis, et c'est tout, je crois. D'accord. Après, à l'école, quoi. Mais non, j'étais pas un grand sportif. J'aimais pas trop. Et du coup, la relation que tu avais avec ton corps, c'était quoi ? C'était fonctionnel quand tu démarres le Tai Chi, si tu t'en souviens, hein. C'était fonctionnel, c'était le véhicule qui te transporte, c'était t'avais une relation Non, je me posais pas trop cette question. Donc j'avais pas un rapport au corps clair, défini, tu vois, je vais pas voilà. Il me servait pour moi, j'étais musicien donc j'étais surtout j'étais un artiste, quoi, tu vois. Donc j'étais plutôt à planer, créatif, etc. C'est pour ça, je crois que j'ai évoqué ça aussi, que ça m'avait donné l'impression de descendre dans mon corps un jour. J'ai trouvé cette anecdote vraiment en écoutant ce podcast, cette anecdote elle était marquante, je trouve, vraiment l'image de l'esprit qui descend dans le corps. Ouais, j'ai un souvenir clair de ça, quoi. Comme si d'un coup c'était descendu et en fait je ne réalisais pas. Enfin, je me suis du coup rendu compte que en fait c'est comme si j'étais toujours un peu au-dessus de moi-même, donc toujours un peu en décalage entre le corps et l'esprit. Un état d'esprit. Souvent d'ailleurs, enfin les musiciens et les artistes en général, on est très cérébral, on va être plutôt un peu bloqué dans le cerveau, dans la créativité, en ayant une vision de notre propre monde qui est vachement bloquée dans le cerveau quand même. Ouais, je pense qu'on m'a dit à plusieurs reprises, plus jeune, ado ou jeune adulte, que je me prenais vachement la tête. Ouais, c'est la fameuse expression. Et moi, je me disais, je sais pas, non, je me prends pas la tête. Maintenant, avec recul, je me dis, ouais, si, peut-être, je me prends la tête.
Et ça a mis longtemps. L'épisode que tu as évoqué, où tu as senti pour la première fois, entre guillemets, ton esprit descendre dans ton corps, c'était au bout de plusieurs semaines, mois, années de tai chi Non, c'était dans la première année, ça c'est sûr. Donc ça a été assez rapide. Après, comme je l'ai dit, moi je me suis mis à fond dedans direct, quoi. J'étais vraiment, vraiment au taquet, donc je me levais le matin dès que j'ai commencé. Je faisais même des trucs avant de commencer. Ah si, il y a quelque chose quand même, c'est que je faisais des pompes. Tu m'as demandé si j'avais fait du sport avant. L'année avant de faire du tai chi, peut-être pendant un an, je m'étais mis à faire des pompes tous les jours. Donc quand même... Voilà, mais il y avait cet aspect, c'était plus esthétique, je pense, que la raison pour laquelle je le faisais. Et je faisais des pompes tous les jours, voilà. Donc il y avait quand même une capacité à fournir un effort à un moment. Et puis j'ai complètement arrêté le jour où j'ai commencé le tai chi. Voilà. Et donc t'as plongé direct dedans. Est-ce que tu as senti immédiatement, parce que quand on démarre le tai chi, on sait concrètement, on sait pas où on va, hein, parce que même encore aujourd'hui, on entend tellement parler de tai chi, mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Selon les écoles, c'est différent, donc du coup, personne ne sait vraiment où on va. Et quand tu as démarré, t'as plongé et t'as senti immédiatement des bienfaits, ou tu t'es dit, ah ok, je tente quelque chose, j'y vais à fond. T'as l'air d'être quelqu'un, voilà, qui sait investir, et tu dis, je choisis ça, j'y vais, on verra bien. C'était quoi le... Ouais, j'ai eu un élan. En gros, dans cette école, il fallait faire un courrier pour s'inscrire. Tu vois, envoyer un chèque avec son bulletin d'inscription que tu avais imprimé dans une enveloppe. Et j'avais appelé l'école et on m'avait dit, les inscriptions, c'est à partir de juin, je pense. Et je crois qu'en mai, mon enveloppe, elle était déjà prête sur la petite étagère de mon entrée, tu vois, en attendant la date pour pouvoir l'envoyer. Donc, je sais pas, j'avais un truc, j'attendais ça avec impatience, quoi. C'était, enfin, je vais faire des arts martiaux. Donc, quand j'ai commencé, tu m'as demandé s'il y a eu des bénéfices. Oui, si t'as senti, en fait. Ce que j'ai senti. Souvent, les débutants pratiquent pendant des mois, voire des années, sans vraiment comprendre pourquoi ils le font. Enfin, ils savent pas vraiment si ça leur fait du bien, ils le font, mais voilà, il y a pas tout de suite une relation entre la pratique et une amélioration de ses conditions de vie au sens général. Ouais. Donc j'avais en même temps ce besoin de faire un travail sur moi et psychologique, comme je le disais tout à l'heure. Mais en même temps, j'avais vraiment envie de faire juste du tai chi, sans savoir exactement trop ce que c'était. Mais voilà, c'était des arts martiaux, il n'y avait pas de compétition, on n'allait pas se battre, etc. Donc ça m'allait bien. Et donc, quand j'ai commencé, j'avais surtout en fait, c'était genre... je vais faire des arts martiaux, je vais être comme dans les films d'arts martiaux. Tu vois, et c'était nourri par ce truc-là. Aller m'acheter ma tenue, je mettais une petite musique d'ambiance quand je pratiquais et je m'y croyais, quoi. Voilà, j'avais un petit peu ce truc, mais c'est ça aussi qui a nourri la pratique pendant un moment, qui me donnait envie de pratiquer, de me lever, etc. Le fait de mesurer les effets, à part ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'histoire de redescendre dans mon corps là, j'ai mesuré les effets peut-être après un an, après la première année, où j'ai vu quand même qu'il y avait des choses qui avaient changé, même si donc c'était pas HME, c'était une autre manière de pratiquer, mais bon, voilà, pour moi, c'était déjà faire un truc corporel quand même assez fin, assez, subtil par rapport à ce que j'ai pu faire jusque-là. Faire de la méditation aussi, donc moi, je pratiquais de mon côté, je faisais des assises, et puis voilà. T'as commencé les assises en même temps que le tai chi ? Ouais, quasiment quelques mois après, très tôt après. D'accord. Et donc, dans un premier temps de mon côté, avec des bouquins, je regardais des trucs, voilà. Et ensuite, grâce à... dans mon école, en fait, on avait des pratiques assises qui étaient liées. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait ça en parallèle. Et du coup, t'as mis tout de suite, tu l'as dit, beaucoup d'implications, presque de rigueur. Cette rigueur, tu l'avais déjà de par ton travail de musicien. T'avais fait une école de musique, donc t'avais déjà, je dirais, l'habitude de mettre en place une pratique quotidienne, de travailler sur un sujet. T'avais déjà ça. Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Quand donc j'ai fait. C'est plus rock'n'roll avant. En fait, j'ai jamais réussi à être discipliné avant. C'est comme ça que je me voyais. Donc quand j'ai fait l'école de musique donc à Nancy,
avant d'y aller, je culpabilisais parce que je réussissais pas à m'imposer une discipline rigoureuse de travail. Mais je jouais beaucoup de guitare quand même. Mais j'avais pas une discipline telle que j'aurais aimé. Et donc, je me voyais comme un feignant. Et parce qu'à l'école, toute ma vie, en fait, j'ai pas fait grand-chose. Mes devoirs, ça me saoulait, donc je faisais le minimum nécessaire quand je pouvais ne pas les faire. Et voilà, je jetais mon cartable dans un coin et voilà. Donc, j'avais une vision de moi qui était, je suis un feignant. Et je culpabilisais un peu parce que je me disais, là, je vais payer une école de musique. Je fais un prêt étudiant pour payer cette école de musique. Mon père est garant pour ce crédit, tu vois. Enfin bon. Mais en fait, quand j'ai fait l'école de musique, quand j'étais dedans, c'est pas que j'ai eu une discipline rigoureuse, mais c'est que j'ai énormément bossé. Donc j'ai eu une grosse progression très rapide. Donc là, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais capable de fournir un effort, du travail quand ça me passionne et que j'ai vraiment envie et que voilà quoi, quand je suis dedans. Par contre, avec le tai chi, là c'est pareil, mais encore au-dessus quoi. J'ai eu une telle passion que je me levais tôt le matin. Je me demande si des fois je me levais pas à 6 heures ou alors que j'avais pas de cours de guitare avant 10 heures, tu vois. Et j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc ça a encore fait passer un cran supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est la vision que j'avais de moi, donc la vision qu'on peut avoir de soi-même, et en fait qu'elle n'est pas fixe. Et on peut changer ou avoir des ressources dont on ignore qu'elles sont là, tu vois. Enfin, jamais trop. Et le fait du coup de faire travailler le corps quotidiennement, pour le coup pour la première fois de ta vie finalement, et en plus d'être dans cette même démarche de vouloir travailler sur toi, sur ton esprit, sur ce que t'étais, la convergence des deux dans un travail quotidien, ça a dû te faire avancer quand même assez rapidement, notamment au début. Ouais, tu as dû sentir des mouvements en toi. C'était la révolution. Puis après c'était aussi la recette miracle, donc dès que quelqu'un avait un souci dans ma tête, c'était fais du tai chi, comme si c'était la réponse miracle à tout, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc oui c'est sûr. Et puis après j'ai très vite eu des sensations plus subtiles, disons, tu sais, de sentir le chi et tout ça. Et, maintenant avec le recul je dirais c'est parce que j'étais tendu que je chantais beaucoup le chi, mais j'avais quand même une perception. Je pense que quand on est artiste j'ai remarqué ça. En général, on a une perception qui est peut-être un peu plus développée. Quand on est artiste, musicien en tout cas. C'est pas forcément une généralité, mais j'ai vu ça plusieurs fois. Je pense que c'est lié à l'écoute qu'on a déjà de base. Quand on pratique déjà une discipline qui demande une attention particulière, une attention fine, et la manière dont on le fait, ça. Voilà. Mais après, il y a un tempérament de base aussi. C'est marrant parce que on a ça en commun, pour ne rien dévoiler, d'avoir été musicien avant de faire du tai chi. Et je me demandais justement, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée pour moi, et j'avais envie de te la poser, savoir si le tai chi avait progressivement, en quelque sorte, pris la place de la musique. Et aussi, pour prolonger cette question plus avant, je me demandais si, en fait, le tai chi t'avait permis d'approfondir une recherche que finalement t'avais déjà commencé avec la musique, ou si tu le vois vraiment comme deux territoires complètement différents dans ton parcours. Ah non, ça a toujours été interconnecté. Je pense qu'il y a une recherche profonde derrière que j'ai commencé à faire avec la musique. La musique donc m'a apporté des choses, et ensuite le tai chi m'a donné d'autres réponses. Le tai chi m'a permis d'améliorer ma façon de jouer de la musique, ma compréhension aussi j'en ai parlé un peu, je crois, dans le parcours aussi. Au niveau pédagogique, ça a allumé beaucoup de choses. Et développer le sens de l'écoute de soi, en fait, d'observer comment on fonctionne. Et après, donc, il y a eu le chant indien qui a vraiment fait la connexion profonde derrière. Qu'est-ce que je recherche à travers ça? Qu'est-ce que je cherche à travers la pratique musicale? Qu'est-ce que je cherche à travers la pratique du tai chi? Et voilà. Et ça, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai changé d'école au final. Enfin, une des raisons, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais une des raisons, c'est que donc l'école d'Adam Missner répond vraiment à ce pourquoi je fais du tai chi. Elle donne la méthode et les moyens pour vraiment aller là où je voulais aller.
On va en parler. Très bien. On va en parler tout à l'heure. Justement, je rebondis, tu parles d'enseignement. Ça, c'est vraiment quelque chose quand on s'est rencontrés, qui m'a marqué. Je me rappelle, je t'avais posé la question très très vite et j'ai envie de te la reposer aujourd'hui parce que la réponse est peut-être pas la même. Et puis j'ai probablement oublié la réponse aussi. C'est que c'est une chose pas si courante de voir quelqu'un qui, dès qu'il approfondit un domaine, manifeste le désir de transmettre. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est particulier à toi sur ce terrain-là, vraiment d'avoir tout de suite envie de transmettre, en tout cas très vite. Je suis pas sûr d'être un cas si isolé. Je pense que c'est une erreur très courante de vouloir transmettre trop tôt. Ouais, c'est une erreur que je vois beaucoup, que je peux faire aussi, que j'ai pu faire beaucoup sur certaines choses, de vouloir transmettre un truc à peine tu l'as effleuré, que ça y est, tu veux le transmettre, tu penses que tu l'as compris. Alors sur certaines choses, c'est pas très grave, ça pose pas trop de soucis. Sur d'autres choses, hein, c'est un peu plus problématique parce que tu t'as vraiment pas assez d'expérience sur l'exercice. Plus c'est comme tu veux être guide en haute montagne, mais plus tu connais, plus t'as de l'expérience, plus tu sais exactement les tenants, les aboutissants, les causes, les effets. T'as une vision plus large de où on veut t'amener et donc t'as une vision plus large des chemins possibles pour y aller. Et donc voilà. T'enseignes comme tu peux sur le moment et tu t'améliores avec le temps. Maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc j'ai fini l'école de musique et à la fin de mon école de musique, il n'y a pas 20 000 portes de sortie au niveau professionnel si tu veux travailler dans la musique. En gros, soit tu es musicien, tu es intermittent, soit tu es professeur de musique, quoi. Donc après, il y en a qui travaillent dans les magasins de musique aussi. Voilà, tu as d'autres métiers, on va dire, un peu plus en parallèle. Mais les deux portes, c'est principalement ça. Donc c'était concret, quoi. Au départ, c'est c'est ça. Un moyen de vivre ta passion, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'ai bossé dans une boîte qui faisait de l'importation de matériel de musique haut de gamme. Et parallèlement, j'ai commencé à donner des cours dans une association. Puis après, je me suis mis à mon compte. Je donnais des cours chez moi, des cours de guitare. Donc c'est plus ça. Et ce que j'expliquais au début, en plus, ça m'avait un peu lassé et tout ça. Et puis au final, il y a un vrai goût à transmettre. Et donc quand j'ai fait du tai chi, j'étais tellement à fond que pour moi c'est assez naturel, tu vois. Je suis déjà enseignant, il y a une autre discipline pour laquelle je suis à fond. Donc dans l'école où j'étais à l'époque, c'était minimum, il fallait avoir pratiqué pendant 6 ans de manière quand même assez sérieuse. Donc il y a quand même un minimum, tu vois. J'ai pas enseigné au bout d'1 an le tai chi, au bout de 2 ans, c'était. Et puis il faut aller avoir l'autorisation, etc. J'ai pas fait ça moi dans mon coin comme ça. Donc j'ai été certifié dans cette école-là. Ouais. Mais c'est aussi parce que du coup d'enseigner particulièrement le tai chi. Enfin, je dis particulièrement le tai chi. La guitare, je pourrais en parler 3 heures parce que ça a été un parcours intéressant parce que j'ai commencé par des cours particuliers. Après, j'ai mis en place une méthode bien particulière et après j'ai fait des cours collectifs. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus, même sur mon goût à transmettre. Mais avec le tai chi, c'est encore plus valable, c'est-à-dire que quand tu expliques les choses, déjà ça permet de te rendre compte de ce que tu as vraiment compris ou pas, si tu arrives à l'expliquer clairement déjà. Et ensuite, quand tu l'expliques et que tu pratiques en même temps, ça te permet de mieux comprendre des choses aussi. Puis d'observer les gens qui font la même discipline, ça te permet de mieux comprendre des erreurs que tu fais toi aussi. Tu vois, comme quand on travaille avec un partenaire, en fait, c'est la même chose. Donc tu regardes les élèves, comment ils apprennent, ça enseigne en fait. Donc moi j'ai toujours vu l'enseignement comme une manière de continuer d'apprendre aussi, en parallèle. Et aussi, bien sûr... C'est un autre chemin d'apprentissage. Voilà, c'est un chemin parallèle. Mais aussi de pratiquer plus, de passer plus de temps avec le tai chi. Et moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire c'est ça que j'ai envie de faire, donc je vais le faire. Les questions, elles ont toujours été assez simples. J'ai voulu faire de la guitare, la musique, je voyais pas autre chose, j'ai fait ça. Et après, donc j'ai commencé à donner des cours tai chi. Au début, c'était pas à vocation professionnelle. C'était, comme je te disais, juste pour en faire un peu plus, voilà. Puis sauf que petit à petit, ça a pris de plus en plus de place, la guitare de moins en moins, puis voilà, jusqu'à ce que je décide
d'approfondir ça, quoi. Mais j'ai un vrai goût pour l'enseignement, pour la transmission, pour l'échange. Et si tu regardes là le stage qu'on est en train de faire, c'est aussi des bons moments de vie pour moi, en plus. Parce que je suis en train d'enseigner à des personnes qui ont envie d'apprendre. Et je suis en train de passer un moment avec des gens qui ont la même passion que moi. Enfin, c'est magnifique, tu vois. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux comme métier? Donc, voilà. Donc c'est ce que ça t'apporte indépendamment du Tachi. Au niveau perso également, le fait d'avoir enseigné, ça t'a permis de découvrir d'autres choses de toi, je sais pas, Ah bah ouais, forcément, ouais. T'apprends à travers les interactions aussi avec les gens. T'essaies de comprendre les gens, mais du coup, en essayant de comprendre les gens. J'ai beaucoup travaillé, maintenant je le vois un peu moins comme ça. Ça veut pas dire que le phénomène n'existe pas, mais disons que j'ai un peu moins cette lentille. Mais pendant vraiment de longues années, quand je donnais des cours de guitare en cours particulier, je voyais beaucoup les autres comme un genre de miroir, et donc de capter, de voir certains éléments, ça me ramenait toujours à moi, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, ou qu'est-ce que cette personne elle me fait, tu vois, ce qu'elle me dérange, pourquoi elle me dérange, etc. Et là où j'ai vu d'ailleurs un gros bénéfice avec ta pratique HME, c'est que j'ai vraiment vu une différence dans y a beaucoup moins de gens qui me dérangent dans la vie. Et c'est pas parce qu'il y a moins de gens qui me dérangent dans la vie, ce que je dis toujours, les gens sont pas devenus moins pénibles, c'est juste moi qui suis devenu moins réactif à différents types de fonctionnement, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Toujours par rapport à l'enseignement, mais c'est un sujet qui m'a intéressé, qui m'a posé question. Il m'est arrivé d'enseigner un peu aussi, et je me demandais si pour toi c'était parfois compliqué d'être toujours regardé comme celui qui sait, parce que finalement quand tu enseignes, tu es regardé comme celui qui sait, la référence, et alors que toi tu te considères et tu es toujours en apprentissage, et finalement, mais aujourd'hui on peut pas dire que tu sois un débutant dans le système HME, mais en tout cas tu vois ce que je veux dire, tu es toujours, finalement chaque jour tu rencontres tes propres limites et tout ce que tu ne sais pas, et le fait d'être regardé comme celui qui sait pendant tes cours, est-ce que ça nuit pas à la qualité, on parle beaucoup de sincérité chez HME, est-ce que ça vient pas parfois un peu ou c'est pas venu parfois un peu en conflit avec ta pratique personnelle? Non, je pense pas, non. Parce que je sais mieux que toi, donc... Oui, alors il faut rappeler qu'on rit beaucoup, donc on s'autorise à peu près toutes les blagues. Sérieusement, ça t'est pas arrivé de... plein de blagues qu'on ne peut pas faire en public. Non, absolument pas. Non, je... Tu vois, parce tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, parfois quand on enseigne finalement... on a juste touché du doigt ou on commence un peu à comprendre un sujet, mais quand on l'explique, on est obligé d'être un peu clair. Donc parfois, en essayant d'être clair, on l'enrobe un peu pour rassurer les élèves, enfin pour que ce soit plus clair. J'ai pas l'impression de faire ça. Peut-être je le fais, mais tu me diras. Je sais pas. J'ai pas l'impression de faire ça. Par contre, effectivement, ça fait quand même partie de mon boulot à moi, personnel, de petit à petit nettoyer les moments où je vais parler de choses que je connais pas. J'ai déjà dû en parler dans des podcasts d'ailleurs, mais vraiment, même dans les podcasts, tu vois, des fois je peux dire des trucs, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc j'avais fait une formation ou disons un programme en ligne. Et dans ce programme en ligne, la première vidéo que j'ai faite, quand je me suis réécouté, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, tu sais pas, ça t'en sais rien, en vrai. Et donc, de rester avec mon expérience. Et puis, tu vois, quand on pose une question, soit j'ai une idée assez claire, j'ai l'expérience pour, soit j'ai une intuition, on va dire. Et dans ce cas-là, je vais dire, je pense que, mais voilà. Après, il faut explorer. De toute façon, t'as jamais de réponse, si ce n'est les instructions claires de Sifu que tu répètes. Voilà, ça, c'est bon. T'as juste à répéter. Mais ça, c'est ça aussi qui permet d'enseigner relativement tôt, enfin, qui m'a permis d'enseigner relativement tôt dans le système. C'est bien sûr mon expérience passée, mais aussi le fait qu'en fait, je retranscris une méthode qui existe déjà
Et donc, je dis des choses que... Voilà. Et bien sûr, après, le plus moi j'ai de l'expérience, le plus ça a du sens, le plus je comprends ce que je raconte, etc. Mais voilà, j'ai pas l'impression de le faire, j'ai l'impression de essayer justement de nettoyer ces parties-là, de parler alors que tu sais pas, etc. quoi. Quand tu sais pas, en tout cas, t'es vigilant déjà. Oui, en tout cas, j'ai une attention à ça. Et après, c'est plus peut-être casser des... Je sais pas si c'est un lien avec la question, mais casser ce que des élèves peuvent penser, ou la manière dont ils voient les choses qui est pas pertinente par rapport au système. Et des fois, il faut juste casser des cycles de fonctionnement, tu vois. Donc des fois, je vais poser des choses de manière un peu directe, mais c'est pour ça, en fait, c'est plus pour ça. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Moi, je le comprends. Oui. Peut-être je peux aussi... tu me dis si c'est ça, mais il y a quelque chose qu'on rencontre beaucoup, j'allais dire beaucoup trop dans les écoles de tai chi. C'est une espèce de vénération de l'enseignant qu'on appelle maître un peu trop rapidement souvent, et du coup les élèves, cette espèce de vénération est souvent nourrie indirectement ou directement par le professeur. Et c'est vrai que dans la méthode HME, bizarrement, malgré le fait qu'il y ait ce regard toujours un peu étrange sur Adam, dans la réalité des cours et des stages, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et bon, je peux témoigner, dans ton enseignement, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas non plus. Tu veux dire que tu me vénères pas, Denis? Ça veut dire que je t'aime beaucoup, mais que je ne te vénère pas. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le sujet? D'essayer de casser le regard qui peut être... Non, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'est aussi ça. T'as tout à fait raison. Il y a pas mal de choses que je fais qui ont pour seule optique de casser des projections qu'on peut faire, des idées qu'on peut faire. Et oui, je fais ça. Et t'as raison, hein, quand sur Internet, par rapport à Adam, après c'est les gens d'Internet. C'est quand même... Les commentaires sur Internet reflètent une certaine catégorie de personnes. Tout le monde ne commente pas sur Internet. Et la majorité des pratiquants ne vont même pas avoir... et ne commandent pas, en fait, en réalité. Bref. Mais c'est une critique qu'on peut faire, par exemple, à Adam. Il y en a qui disent que c'est un gourou, je sais pas trop quoi. Non, mon expérience directe, non, en fait. Et quand tu regardes ce qu'il fait, et comment il agit et ce qu'il dit, je dirais plutôt qu'il casse aussi ça, en fait, d'une certaine manière. Quand tu as un peu de charisme ou que tu as une position qui crée simplement que les gens vont projeter, quand tu es prof particulier, quand je donnais des cours particuliers, justement, je voyais bien. Avec le temps, parce que j'ai commencé à enseigner, j'avais 20 ans, hein, donc encore jeune, mais avec le temps, j'ai bien vu que les gens projetaient sur moi. J'ai eu des élèves de 60 ans qui agissaient comme si j'étais leur papa, tu vois. Et des fois, c'est bizarre, pourquoi il agit comme ça? Et j'ai mis du temps pour comprendre, en fait, ok, il est en train de projeter des choses. Et donc, dès que j'ai compris ça, j'ai toujours eu des attitudes pour casser ça. C'est-à-dire, parce que c'est un jeu à deux, après. Tu vois? Et moi, je me suis vu des fois y répondre. Et après, j'ai fait, mais non, mais en fait, non, ne réponds pas, je veux pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. Donc, quelque part, c'est un peu la même chose. Donc, ça m'est déjà arrivé d'arriver en stage en Marseille en short et de courir avec la musique de Rocky. Et pire que ça. J'aime pas trop raconter parce que je préfère que ça reste pour les gens qui viennent. Mais ça peut paraître bizarre, mais c'est une manière de casser des choses, de casser la projection qu'on peut faire du maître de tai chi et du taoïste, je sais pas trop quoi, du sage. Et en même temps, d'amener, tu vois, ouais, ok, ça va, on va faire du tai chi, cool, on se détend. Donc voilà. Après, bon, bref. Oui, il y a plein de pièges. En tant qu'enseignant, il y a plein de pièges qui peuvent d'ailleurs... Il y a toujours des revers de médailles et tout ça, mais bon, voilà, c'est ma manière de faire. Ouais. En tout cas, t'as très tôt, c'est louable, t'as très tôt été vigilant sur ce sujet-là, parce ça peut très très vite, comme tu disais tout à l'heure, quand on est en charge
que les gens nous regardent, qu'on est en train de transmettre, on peut très vite se retrouver dans une position qui va forcément influer notre évolution intérieure, au-delà du rapport à l'autre, mais forcément ça va changer comment on va évoluer. Donc être vigilant tôt, je trouve que c'est évidemment... D'ailleurs, tu trouves que tu as beaucoup évolué. Ça fait combien de temps maintenant ? On va parler du système HME, on va pas parler des anciennes et nouvelles écoles. Ça fait donc tu l'as évoqué dans ton parcours, environ 7 ans que tu enseignes HME. 10 ans, 7 ans. C'était 2018, ouais. Donc on est en quoi, 2025 ? Ouais. C'est la 7e année du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais. Juste pour revenir là, je pensais sur l'histoire d'enseignants et de gourous et de tout ça là. Je pense qu'il y a une confusion qui peut exister, plus ou moins forte selon, chez les enseignants et chez les élèves. C'est soit un manque de hiérarchie, c'est-à-dire que moi je suis le professeur, toi t'es l'élève. Les rôles doivent être à mon avis clairement définis. Il y en a un qui écoute et un qui parle. Bien sûr le prof écoute les questions, etc. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même un rôle défini sur le moment du cours. Et en dehors, on est juste deux humains et voilà, tu vois, là on discute. Il n'y a pas de « ouais, mais moi je suis supérieur à toi » ou quoi que ce soit. Ce qui peut être très facile à développer comme caractère quand on est prof. C'est-à-dire justement le sachant, mais de déployer le sachant dans genre je sais, mais dans tout le reste, tu vois. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, voilà, ça peut se mélanger tout ça. C'est-à-dire que tu sors pas du cadre. Soit le cadre est pas assez défini quand t'es prof et donc on est trop potes et voilà, il y a un moment non, ça faut que ce soit clairement défini, ou l'inverse, ça veut dire tu prends ton rôle trop à cœur, même en dehors, tu vois. Si je prends l'exemple de Sifu, de Adam, voilà, quand il enseigne et tout, moi je ferme ma bouche, j'écoute ce qu'il dit, il a une aura, quand il parle et tout ça, il se passe quelque chose, tu vois, il amène quelque chose. Quand je vais à ses stages, sa présence amène quelque chose et c'est indéniable. Et j'y vais aussi pour ça. Maintenant, si en dehors du cours, quand je vais lui parler ou quand c'est arrivé qu'on mange ensemble ou quoi, il est juste normal, en fait. Et tu ne sens pas du tout ça. Tu sens juste un gars normal avec qui tu discutes et échanges. Mais en fait, la plupart des gens, je pense, projettent sur lui des choses et vont penser qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. C'est des projections, mais on a trop tendance à prendre ces projections pour des réalités. Et ça peut aller loin, ça, d'ailleurs. Hein. Bref. Et aujourd'hui, donc, est-ce que, par rapport à ton... du coup, tu me dis... j'évoquais juste... au sujet, du coup. Ouais, non, mais c'était intéressant que tu précises ça, vraiment, je trouve ça important. Oui, je parlais de l'évolution en tant qu'enseignant. Ça fait 7 ans que tu enseignes. Est-ce que tu es content voilà, sans en faire, tu vois, des tonnes, mais juste content de ton évolution en tant qu'enseignant. Est-ce que tu te vois encore évoluer en tant qu'enseignant ? Est-ce que tu as une vision assez claire de qui tu vas devenir en tant qu'enseignant dans les 10 prochaines années ? Je pose cette question, pardon, je fais un petit préambule parce que c'est vrai que, mais en France, en tout cas, ce sont juste des facts. T'es devenu un peu la voix d'HME française, d'abord parce que tu fais les traductions des vidéos d'Adam, mais c'est vrai que ta passion, ton implication fait que, en France, voilà, t'es devenu la voix, entre guillemets, en plus avec tes podcasts, donc du coup ça t'expose énormément, ce qui est pas facile en tant qu'enseignant d'être aussi exposé. Et du coup, ton évolution, j'ai envie de dire, tout le monde va la voir. Tout le monde la voit déjà et tout le monde va la voir. Donc, est-ce que tu as une vision, toi, de tout ça et de ce que tu veux devenir en tant qu'enseignant, ou c'est finalement tu avances et tu verras bien ? Oui, grand maître, de toute façon, minimum. Grand master. Grand maître Sifu, vénérable. D'ici à peu près 7 ans, je dirais. Mais... Non, moi, j'ai une vision que je veux pas partager sinon en détail. Bien sûr. Pas forcément sur mon statut propre à moi, mais de ce qui se crée en termes de communauté de tai chi. Voilà, là, je me déplace un peu, je vais à Avignon, je vais à Rennes. Il y a les stages ici avec des gens qui viennent de toute la France. Et donc, ça diffuse. Moi, j'ai pas trop envie de dire que je suis la voix française de HME. Non, mais c'est pas qui le dit, mais non, mais je le dis un peu. Voilà, je le dis avec humour aussi, mais c'est une réalité. Concrètement, mais c'est pas pour te tisser des lauriers, c'est juste parce que c'est la réalité aujourd'hui. C'est juste par rapport aux autres. Je veux pas me positionner comme ça, mais
Effectivement, en termes de contenu, de création de contenu, forcément, j'ai un podcast, donc oui, en termes de voix, c'est sûr que je partage pas mal. Mais je préfère dire que je suis porte-parole de moi plutôt que de HME pour le coup, même si c'est difficile de détacher les deux. Mais bon, je parle toujours en mon nom quand même, parce que on se trompe, on peut. Moi, je réécoute des podcasts précédents, je suis sûr que je vais pas forcément être d'accord avec moi sur plein de choses, tu vois, on évolue. Donc voilà. Mais en termes de communauté, c'est sûr que là, c'est chouette. Je trouve ce que tu me disais aussi depuis 2 ans là, c'est cool quoi. Les gens qui viennent ici, le rapport entre vous et vos échanges, etc. C'est cool quoi. Enfin, l'état d'esprit, l'ambiance. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai remarqué quand j'ai changé d'école, parce que c'est toujours quand on sort d'une situation où on la regarde avec le recul, on fait ah ouais, je voyais pas tout ça. Mais l'impact qu'un fondateur d'école sur l'état d'esprit. Donc tu regardes l'état d'esprit des gens en général, parce qu'on est tous différents, et puis voilà, rien n'est parfait. Aucune communauté n'est parfaite, c'est pas possible. Mais tu regardes globalement, tu vois, les conflits qui existent dans l'école, on dit pas les histoires que les uns racontent sur les autres et tout ce genre de choses. Je vois pas trop ça à Schéma, quoi. Pour ainsi dire. Même tu regardes le groupe Facebook Discover Tachi, s'il faut il est là, il répond aux gens et tout. Et dès qu'il y en a un qui va commencer à trop être un peu critique, il va venir pour dire ouais, c'est pas le lieu, c'est pas le sujet pour ça. Et ce qui fait que ça crée un bon état d'esprit. Et la pratique elle-même fait que de toute manière, les gens qui viennent, s'ils ont pas une certaine coolitude, on va dire, ils reviennent pas en fait. Ils reviennent pas longtemps. Donc du coup, ça crée que la communauté qui se construit là, elle est quand même super chouette. Vraiment, je trouve c'est cool. Ne serait-ce que la capacité à entendre des critiques. Tu vois, l'autre fois, voilà, un dernier stage, Denis me fait remarquer un truc sur des choses que je disais, voilà. Écoute, en fait, cette capacité à parler de manière transparente, pour moi, ça, c'est un bon témoin d'un bon état d'esprit qui est en train de se créer, de quelque chose de sain, en fait, dans les relations. Et c'est vrai que quand je suis entre mon tempérament, mais ce qui a créé cette école chez moi, c'est là où d'ailleurs je vois mes progrès. Je crois que tu m'as parlé de ça aussi, les progrès, etc. Ouais, en fait, je fais un podcast, je suis vachement exposé, en fait. Je mets des vidéos, je suis exposé. Il y a des gens qui me challenge. Tu as tes haters, ça y est. Je suis au défi, on me met au défi de montrer mes poussées, etc. Pour les personnes qui écoutent ce podcast, sachez que, en fait, moi, je m'en fous, j'ai rien à vous prouver, en fait. Donc, je montre ce qu'on entraîne. Je suis pas en train de dire que je vais aller me battre dans une cage de MMA ou quoi que ce soit. On entraîne des compétences internes, on s'entraîne, je filme, je montre pour partager. Comme ça, les gens que ça intéresse peuvent le voir. Point final, quoi. Il y a rien de plus que ça. Mais voilà, je vois bien mes progrès, par exemple, avec le recul, en me disant ah ouais, quand même, je monte ça et je m'en fous. Tu vois, je parle, je m'expose et je m'en fous. Ça veut dire que c'est pas grave ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut critiquer. Et ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était les premières fois, je me rappelle que j'ai partagé des musiques, par exemple. C'était terrible. C'est terrible. Les premières fois que j'ai commencé à mettre des photos, pour faire la pub de mes cours de tai chi, c'était terrible. Et je me rappelle que quand j'ai commencé à faire ça, je vais pas rentrer dans les détails de toute l'histoire parce que c'est rigolo, mais bon, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Il y avait une histoire de mise en lumière, tu vois, et on m'avait dit qu'il fallait que je me mette en lumière. C'était un conseil de quelqu'un qui faisait une élève qui fait une ancienne élève, qui fait de l'astrologie chinoise, du Bazi. Bref, il y avait une histoire de mise en lumière. Bref. Donc moi, tu vois, je mets des photos. Et là, il y a quelqu'un qui me tombe dessus. Ouais, quand on fait du taoïsme, on se met pas en lumière comme ça, etc., etc. Et tu vois, donc t'es tout de suite confronté à ta propre incertitude et ton propre inconfort et ton propre malaise à le faire. Tu vois, je le faisais, mais je me forçais. Et c'était pas voilà. Mais tu vois, j'ai continué de le faire. Maintenant, je m'en fous en fait. Je mets pas une photo en faisant waouh, elle est super ma photo. En fait, je la mets, je m'en fous. Comme si je te disais bonjour. Tu vois, ça me fait le même effet. Non, c'est encore même mieux que je te dise bonjour. Ça me fait plus d'effet de te voir. Non, voilà, ça me fait. Là, c'est pareil. Les podcasts au début, j'avais aucun intérêt à. J'avais pas d'intention à ce que le podcast fasse venir des élèves. Ma seule intention, c'était de le faire et de m'en foutre. C'est un travail. C'était de casser mon perfectionnisme.
Parce que moi, je réécoute mon podcast, je fais oh là là, je dis oh là là, je bégaye, oh là là, ce que je dis là, c'est pas terrible, oh là là, blablabla. Et donc, en fait, bah, tu publies rien. Donc, je voulais faire une forme de détachement. Donc, je publie et je m'en fous. Et puis, en fait, finalement, et ça a commencé à être écouté, il a commencé à avoir un retour. Et du coup, j'ai commencé à le faire plus en me disant, bah, c'est cool, ça sert à des gens, parce que des gens me disaient merci et tout, donc c'est chouette. Et en plus, ça fait venir des gens au stage. Donc, il y a un vrai intérêt qui me motive à continuer. Et à continuer de faire un travail sur moi à d'autres niveaux, parce que c'est vachement intéressant. Voilà. Autant les vidéos, c'est vraiment juste pour l'aspect marketing, hein. C'est pour que les gens voient ce qu'on fait ici, voient les compétences, etc. Sinon, je me prendrais pas la tête à filmer, à faire un montage et tout ça. Mais le podcast, c'est un peu différent. Il y a toujours un intérêt sur le travail sur moi. Mais maintenant, ouais, je m'en fous. En fait, voilà. Donc là, c'est un vrai bénéfice de la pratique, d'apprendre à s'en foutre. De lâcher prise et d'être juste cool avec ça. Alors justement, je te coupe. On va parler de la pratique. Parce que finalement, nous tous qui passons dans les stages, qui pratiquons donc dans tes différents cours ici et ailleurs, mais on passe par évidemment voilà l'intensité. On parle souvent d'intensité dans le système HME, c'est pas un vain mot, voilà, ça fait partie de la méthode, c'est aussi ce qui nous permet de nous transformer. Je peux en témoigner, c'est vertigineux. Ouais, vous êtes des petites natures. Mais j'avais envie de savoir. Tu as beaucoup pratiqué avant de rentrer dans le système. Par quoi tu es passé au début, justement, quand tu as rencontré le système? Est-ce que tu es aussi passé par la phase le matin où tu vas t'entraîner, tu sais ce que tu vas devoir traverser, tu dis j'y vais, mais j'ai peur. Enfin, tu vois, ce truc où parfois tu dis ouais, je vais y aller. Non, mais pas aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, je crois qu'il faudrait que je fasse les papiers. Enfin, voilà, tout ce qu'on vit quand on découvre l'entraînement HME, quand on découvre l'intensité. Est-ce que honnêtement t'es passé par là aussi ou peut-être que différemment? Ça va être difficile d'être juste dans ce que j'ai ressenti de manière chronologique. J'ai des grosses idées de par là où je suis passé, mais voilà, ça va pas être parce que il y a plein de choses comme ça dans le passé. J'efface assez vite les choses. Bon, ouais, bref, c'est comme les dates, tu vois, retrouver les chronologies des choses, c'est un peu compliqué. Bref, moi je trouvais ça facile quand j'ai commencé. J'ai toujours trouvé ça facile en fait, même aujourd'hui. Je trouve que c'est un entraînement plutôt cool, quoi, détente, bien-être. Après, donc j'ai commencé en mixant un peu, c'est-à-dire que je faisais les ouvertures, un peu de son gong et tout ça, tout en gardant la forme que je faisais avant. Comme je l'explique souvent, j'ai perdu du temps, disons. Si j'avais arrêté de mixer plutôt, je me serais fait un cadeau. Mais bon, c'est comme ça, hein, le chemin de chacun, il faut du temps pour accepter de lâcher quelque chose dans lequel j'avais investi certaines années. Et moi, j'avais investi 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'imagine les gens qui ont investi 20 ans, 30 ans, bah, pour eux, c'est compliqué, quoi. Mais bon, après, chacun son chemin. En tout cas, quand j'ai commencé, déjà le premier workshop avec Adam, oui, t'en as beaucoup parlé de... J'ai fait waouh. Là, je parle juste du premier workshop à Lyon, hein. Et j'ai commencé par waouh, oh là là, disons. Oulala, j'ai fait oulala là là. Donc déjà, ça m'a montré plein d'erreurs que je faisais en termes de structure et d'alignement, parce que j'étais un fanatique des alignements des jambes, par exemple, mais sauf que c'était pas exactement les mêmes critères que d'Adam, genre la hanche, tu vois, l'alignement de la hanche, je l'avais pas ça. Et donc je suis devenu un peu psychopathe de ça. Et après, sur le song, et puis faire des songs pendant très longtemps, faire des postures longtemps, mais je faisais déjà des postures longtemps, c'est juste que quand tu relâches pas et que tu te crispes les épaules, ça fait pas la même chose, quoi. Et donc disons quand j'ai commencé à vraiment rentrer, alors là ça j'en parle assez souvent, c'est le premier Prague, c'est juste c'était la révolution, quoi. Donc après, quand je suis venu, effectivement, tous les matins, c'est la mission, quoi. Alors j'y allais avec envie. Par contre, tu commences à vraiment relâcher, vraiment. Et pourtant, j'estime être quelqu'un qui était déjà quand même pas mal à l'écoute de moi-même et tout ça. Tu vois, je pratiquais beaucoup le tai chi.
la musique et tout, mais là, c'était juste un autre monde, quoi. Et donc, je me suis rendu compte, mais en moi-même, c'était Tchernobyl. J'avais l'impression que c'était Tchernobyl. Je me rappelle que je disais souvent ça à une époque, dans mon torse. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est quoi ce bazar là-dedans? Et puis, ben, voilà, j'étais exténué, quoi. L'entraînement, c'était tous les jours, je m'entraînais, les jambes qui tremblent, les songongs, les jambes qui tremblent. Exténué, t'arrives, il faut faire la forme, j'avais plus rien, plus de jus, je faisais un pauvre bout de forme et puis je travaillais la forme plus tard dans la journée où j'avais un peu plus de jus, quoi. Bah, sans parler de concilier avec la vie personnelle, la vie de famille, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc ouais, non, c'est dur. Et il a fallu bien des mois, je pourrais pas trop dire exactement, mais pour commencer à vraiment prendre un vrai goût à faire les postures. Ça veut pas dire que c'est devenu plus facile. C'est-à-dire que mon attention, au bout d'un moment, parce que ça fait partie de la pratique, comme tu le sais, c'est à quoi tu es attentif, etc. Qu'est-ce que tu apprécies dedans et tout ça. Et au bout d'un moment, ben voilà, là, moi, mes postures, elles sont pas plus faciles. C'est toujours difficile, ça brûle. En plus, après, ça brûle plus que les jambes, ça brûle partout. Mais j'ai toujours envie de les faire. Parce que ma mémoire, elle est sur les bénéfices et pas sur l'épreuve que j'endure. Parce que même pendant que ça brûle, mon esprit il voit autre chose. Et du coup, j'ai toujours envie de le faire. Mais ça m'a pris du temps, ça, pour trouver ça. C'est long, hein? Ouais, c'est long. Et du coup, maintenant, je vais toujours avec envie. Je suis toujours content. Quand je démarre ma posture, j'ai toujours la joie. Je suis pas, oh là là, ça va être dur. Et ça, c'est quelque chose que je vois chez certains élèves qui est long à enlever, mais c'est important de le faire. Il faut à un moment donné, vraiment, tu rentres dedans, t'es cool. On y va, quoi. Non, mais c'est important aussi pour nous de l'entendre. Et je pense notamment, il y a quelques semaines, on était à Avignon, et voilà, on passe tous, à un moment donné, par des moments où on se dit non mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce truc que je suis en train de faire? Et donc on a tous de l'empathie les uns pour les autres quand ça nous arrive, parce qu'on l'a tous vécu. Et je pense au dernier stage à Avignon, voilà, une compagnon de pratique, voilà, qui a vécu un moment de difficulté où elle sentait que voilà, elle se demandait, ça va durer longtemps, ça va continuer. Donc c'est une question qu'elle se posait. Je pense qu'elle aurait envie de te la poser. Est-ce que ça va continuer longtemps? Et en fait, c'est vraiment ça. Enfin, ton témoignage, je trouve, est éclairant de ce point de vue-là, dans le sens où notre rapport à ça change. Exactement. C'est ça qu'on veut, et c'est ça qui, à mon avis, est le plus transformateur pour la vie. Parce que ton attitude de vouloir que cet inconfort s'arrête, c'est l'attitude que tu as dans la vie quand c'est inconfortable. Enfin, c'est tout le temps. En fait, tu as des inconforts tout le temps dans la vie. Et que ça marche pas, puisque tu ne peux pas enlever tous les inconforts de la vie. La vie t'apportera toujours une dose d'inconfort. Par contre, de changer ton rapport à l'inconfort, ça, du coup, ça devient extrêmement pertinent. Parce que ça change ta manière de le gérer, de le vivre. Jusqu'à, comme quand on te pousse, plus tu relâches, plus tu es ouvert, etc., moins tu sens la poussée de l'autre, moins elle te dérange. Donc en fait, même, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a moins de gens dérangeants. Les gens qui essaient de te mettre la pression, peut-être même pas tu les vois. Tu te rends même pas compte qu'ils essaient de te mettre la pression. Peut-être quelqu'un d'autre extérieur va faire ouais, t'as vu, il a essayé de te mettre la pression. Ah bon? Non, j'ai rien vu. Parce que t'as plus chez toi les choses qui réagissent à ça. C'est ça qui fait que tu deviens moins manipulable, en fait, parce que on est manipulé par l'inconfort tout le temps, en fait. Donc moins tu réagis à l'inconfort, moins t'es manipulable par l'inconfort. Donc ouais, et en fait, on le sait, mais on l'oublie quand on pratique. Et donc faut se rappeler l'objectif. Ah, mais l'objectif, c'est ça. Et dès que tu penses, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah, mais non, mais c'est pas le projet. Mon projet, c'est pas que ça s'arrête. Mon projet, c'est de changer maintenant, tout de suite, comment je suis en train de réagir. Ah oui, mais bon, ah, mais attends, oui, mais... Alors, je peux témoigner qu'en ce moment, notamment en ce moment, tu mets l'accent depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois à fond là-dessus. Et moi, j'en mesure l'importance. Je suis encore en train de lutter, mais en même temps en train d'ouvrir. Donc, j'en découvre le plaisir, voilà, d'y aller avec plaisir. Et bon, tu nous as dit effectivement que tu l'as trouvé finalement assez rapidement. Est-ce que tu penses que tu peux aller encore plus loin là-dedans encore aujourd'hui? Que j'ai trouvé ça, ce truc? Oui, de trouver le plaisir de t'entraîner, quelle que soit la difficulté. Le plaisir, il y est. Après, quand je m'entraîne, c'est dur. Le moment où je m'entraîne, il est toujours extrêmement challengeant. Quand j'arrive à pousser mes limites, c'est ça qui est dur tout seul. Ouais, bien sûr. Et quand je suis en stage avec Adam, particulièrement, ou quand j'arrive tout seul, voilà, c'est un autre type de challenge tout seul.
Parce que c'est facile d'arrêter tout seul. C'est plus facile, disons. C'est extrêmement difficile, extrêmement challengeant. Mais à chaque fois que tu arrives à relever le défi, c'est-à-dire à chaque fois où en toi ça se contracte, tu le vois et à la place tu relâches, c'est une victoire. Donc c'est là où tu es en train de faire la transformation. C'est comme quand tes tissus ils brûlent, quand tu veux stretcher, tes tissus ils brûlent, bah c'est là, tu es en train de stretcher, c'est ça que tu sens en fait. Tu es en train de sentir le travail que tu es en train de faire. Donc refuse pas ça, c'est juste la sensation du travail que tu fais. Donc quand tu relâches sérieusement, etc., oui, tu as les cuisses qui brûlent. Bah ok, c'est comme ça, tu ressens l'effet du travail que tu es en train de faire. Donc à chaque fois que tu arrives à faire ça, c'est une petite victoire. Et donc ce qui a vraiment changé pour moi, c'est le goût à pratiquer, mais quand je pratique, c'est toujours aussi difficile. Enfin, le challenge est toujours là. Parce que s'il n'y a plus de challenge, je suis plus en train de progresser. Le challenge est là quand tu touches l'inconfort, quand tu touches la barrière de ta limite. Et quand tu touches cette limite, là, c'est inconfortable. Et là, tu es là pour le voir parce que tu es attentif, parce que tu t'entraînes pour ça. Et tu changes ta manière de vivre cette expérience. Du coup, tu repousses un peu plus ta limite. Donc, le coup d'après, bah, tu vas retrouver ta limite. Et quand tu la trouves, tu vas pouvoir éventuellement la repousser un peu plus. Mais si tu trouves pas ta limite, tu es en train de rien changer. C'est comme si tu veux ouvrir ton corps. Tu veux trouver la limite de ton amplitude pour la repousser un petit peu. Sinon, bah, tu n'ouvres pas ton corps. On est d'accord, l'ouverture, elle se passe au moment où tu trouves la limite et que tu la repousses un peu plus, mais c'est pareil mentalement. Donc l'intérêt des stages, pour qu'on se pousse aussi loin, c'est pour te faire trouver ta limite, apprendre sur toi-même, voir que tu es en train de toucher ta limite ou ta prétendue limite. On imagine notre limite pas là où elle est en vrai, parce que tu fais « Ah mais là, ma limite. Non, non, continue. Ah oui. Ah bah non, en fait, elle était pas là, elle est plus loin. Maintenant, elle est là. Ah là, j'en peux plus. Non, non, reste encore. Ah oui. Ah bah non, en fait, elle est pas là. Tu crois. Donc déjà, tu repousses des limites psychologiques. Petit à petit, et après, tu touches potentiellement une vraie limite que tu repousses, etc., quoi. Donc si je m'entraîne, moi, et que je sens rien, que c'était juste cool, j'ai pas changé ça. Ça veut pas dire que certains entraînements, ça veut pas dire que quand je fais du tai chi, c'est toujours comme ça. Ça, c'est quand je veux changer des choses à travers certains types d'entraînement. Mais je veux aussi m'entraîner à être cool, à faire ma forme cool, à avoir du plaisir à faire la forme. Donc ça, c'est un autre type d'entraînement. Mais je suis au clair avec ce que je suis en train d'entraîner. Je sais pas, quand je fais mon tai chi, peu importe ce que je fais, c'est toujours cool et il se passe jamais rien, tu vois. Si je veux ouvrir mon corps, il faut que je chante que mon corps, bah, il est en train d'ouvrir, il va toucher ses limites. Le lendemain, je vais faire aïe aïe aïe, j'ai des courbatures parce que hier, j'ai bien bossé. Voilà, ça, j'ai bossé. Ensuite, c'est quand je fais mes postures ou autre chose. Ouh là là, j'ai ma limite psychologique, tu vois, mon corps qui fait ouh là là, alerte rouge, il se passe un truc très très grave. Et tu fais non, mais en fait, c'est pas grave. C'est juste une sensation. Ouais, mais quand même, c'est très grave. Non, c'est pas grave. Et ben là, je suis en train de changer mes limites mentales, tu vois. Et puis après, par contre, je me rends compte que si je fais que ça, je commence à devenir un peu trop, il faut que ça fasse mal, c'est dur le tai chi, il faut que ce soit dur. Donc non, je fais ma forme cool, tranquille, etc. Et en parallèle, je développe la douceur, d'adoucir mon attention, de développer mon affection dans mon attention, etc. C'est extrêmement important en parallèle de faire ça. Sinon, c'est comme si je faisais juste... Enfin, je dis ça pour les personnes qui entendent, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'intensité. On parle moins de ça, de cette attitude, de cet état d'esprit qu'on veut cultiver, de cette douceur dans notre attention, de cette affection, voilà, et de cette combinaison entre les deux. Je sais pas si on en parle trop. Certainement. Non. Enfin, moi, je sais qu'avec moi-même, on en parle, moi et moi-même, on en parle de moins en moins. Parce que, au bout d'un moment, ça suffit. Ouais, quoi. en fait, ça fait partie de ton entraînement. Mais après, tu fais, wow, dis donc, ça brûle. Comme je disais tout à l'heure, moi, je me suis entraîné avec vous ce matin, j'ai mes cuisses qui brûlent, je le sens, je fais, wow, mais je suis content. Tu vois, je fais, mais ça a bien bossé ce matin. Et voilà, et c'est fini. Mais tant qu'effectivement, tu accordes trop d'importance à ça, tu nourris cette surattention. Exactement. Moi, c'est un piège dans lequel je suis tombé pendant des mois. J'ai perdu des mois et des mois de pratique avec ça. Je dirais pas que c'est perdu. Non, mais je dirais que c'est pour passer. C'est normal. C'est une étape nécessaire. Enfin, à un moment donné que tu comprends. Ok, faut passer par là. Ouais. Du coup, ça devient vachement important. Puis après, tu passes à autre chose. Faut juste pas rester dedans. C'est ça le piège. Le piège, c'est soit de pas traverser ça, soit d'y rester trop longtemps. Et c'est les deux pièges les plus courants. Est-ce que
ton objectif dans la pratique a évolué par rapport à il y a 10 ans. Donc, tu nous as expliqué un petit peu l'objectif que tu avais, ce que tu voulais travailler à travers le tai chi. Déjà, est-ce que tu as le sentiment d'avoir pris la bonne route? Je pense que tu l'as exprimé souvent, mais tu peux le rappeler. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, ton but a évolué? Le but de ta recherche à travers le tai chi a évolué? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir pris la bonne route maintenant? Non, sur ces dernières années, quand tu as exprimé donc pourquoi tu avais démarré HME, pourquoi tu avais démarré le tai chi, puis ensuite, t'as parlé souvent aussi dans d'autres podcasts, je pense que c'est pas nécessaire de revenir dessus, pourquoi tu as changé d'école, ou en tout cas, qu'est-ce que tu attendais de HME, et aujourd'hui, ça fait 10 ans donc que tu pratiques le système, ça fait 7 ans que tu enseignes. Est-ce que le pourquoi tu pratiques, tu nous as fait mettre le doigt dessus avec justesse il n'y a pas longtemps, en disant il faut savoir pourquoi on pratique. Oui. Est-ce que ça a évolué pour toi? Tu dois savoir, à mon avis, pourquoi tu t'entraînes le matin. Et particulièrement, vu qu'on s'entraîne très dur, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Et oui, ça évolue. Et ça fait un peu comme une courbe. Je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques parce que c'est pas forcément pertinent, mais disons que je crois que j'en ai parlé aussi à un moment dans je sais plus quel podcast, que j'avais des hautes aspirations spirituelles à un moment donné. Enfin, disons qu'au début je voulais faire ce travail mental, puis après avec mes lectures et tout, ça, j'avais des hautes aspirations spirituelles, mais parce qu'il y a un truc en moi qui est attiré par ça. Bref. Et à un moment donné, HME, ça m'a remis les pieds sur terre encore plus. Déjà juste parce que comme ça fait travailler les jambes sacrément, et que Sifu il recadre bien quand même, il t'évite de partir dans trop de fantasmes et de planer, etc. Et il dit du grossier au subtil, donc ça m'a ramené sur un truc bien boum, ok, les choses une après une, reviens dans ton corps, voilà, on travaille comme ça et tout, et là je suis en train de retrouver des profondeurs plus subtiles et disons des aspirations plus profondes de pourquoi je pratique. Mais après, c'est lié aussi à des cycles de vie. Donc ça, il y a la pratique et il y a les cycles de vie aussi, à mon avis. Et ce qu'on vit dans notre vie en parallèle, parce que moi, j'ai eu mon fils aussi, en fait, à un moment, un peu près de la transition, quoi, entre mon ancienne école et HME. Donc quand un enfant arrive dans sa vie, ça change aussi pas mal de choses, et évidemment, donc... Il y a eu d'autres choses aussi qui ont joué à ce niveau-là. Ça te ramène aussi à la réalité. Voilà. Donc, j'ai pu me percher un peu. Comme j'en ai déjà parlé, là, à croire à des choses qu'aujourd'hui, pour moi, c'est de la croyance, quoi. Et revenir à, voilà, la réalité. Et repartir sur une base plus saine, meilleure, et guidée par quelqu'un. En qui j'ai confiance en termes de compétences. Encore une fois, Sifu, là pour le coup, c'est curieux parce que sur les questions spirituelles, on va dire la méditation et ces questions-là, beaucoup de gens pratiquent tout seul avec des livres et tout ça. Et Sifu, on a déjà parlé et je suis vraiment d'accord avec lui dans le sens où sur des choses pratiques, genre apprendre la musique, on peut être autodidacte. Mais quand même, si t'as un prof, c'est bien. Même si après tu peux faire tes trucs et tout, mais tu vas être guidé sur des choses concrètes avec un chemin plutôt clair. C'est bien d'avoir quelqu'un qui te montre le chemin. Sur le tai chi, tout seul, compliqué, hein. Mais la méditation, pourquoi ce serait plus facile? Alors que c'est un truc beaucoup plus subtil, encore plus. C'est encore plus fin, plus subtil. Tu vois la difficulté de transmettre tout ce qui est état d'esprit dans la pratique du tai chi. Comment je répète les choses sur l'attitude, etc. C'est pas facile, quoi. C'est vraiment difficile. Donc la méditation, c'est un peu pareil, quoi. Donc sans avoir quelqu'un qui me guide, on peut partir tellement loin, quoi. Et il y a des gens qui font des névroses, il y a des gens qui partent complètement en live, ou alors qui ont des névroses débutantes ou qui ont des pathologies psychologiques et qui font des trucs énergétiques, etc. Et ils partent, ça les amène encore plus loin après, parce que tu peux t'auto-convaincre de tes délires, en fait. J'ai longtemps voulu faire un podcast là-dessus, donc je vais me permettre d'en parler maintenant. J'ai évoqué ça. Il y a un truc qui s'appelle le medbed. Le medbed. Je t'en ai jamais parlé de ça? Bon, je te montrerai. C'est un délire, ce truc. C'est un lit quantique.
Mais c'est du flan, parce qu'en fait, c'est faux le truc. Bref, prends une photo de ton lit, tu le mets dans le site, ça fait une intrication quantique. Bon, en plus, c'est même pas, techniquement, c'est même pas vrai en fait ce qui se passe, donc c'est vraiment du charlatan, du vol quoi. Et derrière, tu te mets dans ton lit, tu dis scanne-moi, et en fait, t'as plein de témoignages de gens qui disent je sens des picotements et tout ça. Mais en fait, si t'as jamais mis ton attention dans ton corps et que tu commences à observer comment je me sens dans mon pied, bah ouais, tu vas sentir peut-être de la chaleur, du picotement, c'est ton système nerveux qui répond à ton attention, enfin voilà quoi. Sauf que si tu associes ça à ton idée que c'est parce que il y a le lit quantique, bah du coup, c'est comme si tu auto-validais ce truc-là. Et donc tu peux retrouver ça. J'avais regardé le documentaire sur Raël, et je m'étais fait la réflexion, je dis tiens, c'est le même phénomène où ils mettent la main en l'air et disent sentez la connexion avec c'est les Elohim, je crois, et ils sont là, je sens la connexion, parce que peut-être ils sentent que ça picote dans les mains, tu vois. Donc si je te dis tu sens une énergie là, mets ton attention dans ta main là, puis tu vas sentir une énergie à un endroit, et tu vas faire ouais, ça picote dans ma main. Et pour le coup, par contre, je ne dis pas que les énergies n'existent pas, je ne dis pas que des choses subtiles n'existent pas, je dis juste tu peux t'auto-convaincre, juste parce que tu associes une sensation à une idée que tu t'es faite. Donc tu peux partir sur tout et n'importe quoi. Je sais pas, c'est pas Damo Mitchell qui prenait un exemple tout bête, qui disait imagine un pingouin qui traverse ton bras. Donc t'imagines un pingouin et tu sens un truc dans ton bras. Est-ce que ça valide le fait qu'il y a des pingouins dans ton bras ? Bah non. Donc voilà. Et le problème c'est ça, c'est qu'on peut s'auto-convaincre. Donc quand par exemple le tai chi que je faisais avant, j'ai très rapidement eu des sensations. Quand je dis rapidement, parce que des fois je parlais avec des gens qui faisaient depuis 20 ans qui n'avaient pas ces sensations. Puis moi je dis tiens, c'est bizarre, moi je sens de l'énergie dans mes bras et tout ça. Et parce que j'avais une capacité de percevoir et d'attention, mais en fait ce que je sentais c'était lié parce que j'étais crispé, tu vois. Et donc toi t'es avec ton truc, je sens le chi, c'est trop bien. Et comme c'est lié à ta tension, à ta crispation, et que tu le sais pas consciemment, mais ton subconscient fait le lien entre ta crispation et ce que tu sens, et que tu cherches à sentir ça, le lendemain tu fais ta posture, tu cherches à sentir cette énergie, donc tu vas te crisper pour ressentir l'énergie, et tu te rends pas compte que tu es en train de te recrisper. Donc voilà, tu peux rester comme ça pendant 20 ans, 30 ans, toute ta vie, à faire des trucs. En fait, tu sens ta crispation. De l'énergie, c'est super, mais en fait, t'es pas en train de te libérer. Donc tu veux quoi en fait ? Tu veux sentir l'énergie, c'est très facile, ça va être très rapide. Mais te libérer, ça c'est une autre histoire. Et c'est pour ça le piège des sensations, j'en ai fait au moins 2 podcasts, voire 3. Je pourrais en faire au moins 10 là-dessus, parce que c'est un vrai piège dans la pratique, et ça nous détourne souvent, je pense, de ce qu'on cherche au départ, quoi. Il y a plein de sujets encore que j'aimerais aborder, peut-être que tu pourras... Je vais les évoquer, parce que je pense que... De toute façon, ils sont en train de dormir à côté. Oui, puis il faut qu'on s'entraîne, mais tu as évoqué... Je pense que ça serait intéressant, mais je pense que là, on va manquer de temps pour plonger vraiment dans ce sujet. On peut refaire une deuxième partie demain. Pourquoi pas. Vas-y. Mais en tout cas... on fera une deuxième partie demain, ça te dit ? Allez, on fait une deuxième partie demain. Je terminerai juste avec une dernière petite question, un peu plus légère peut-être. Alors, quelle est à ton avis là où les choses les plus étonnantes qui t'ont surprise, que tu as découvertes avec le tai chi ? En toi, que tu as découvertes dans ta relation aux autres, peu importe. Moi-même ? Je mets pas de... Qu'est-ce que tu as dit ? Les choses que tu n'attendais pas. Tu te dis aujourd'hui, non mais quand j'ai démarré, jamais j'aurais imaginé... Quand j'ai démarré, jamais j'aurais imaginé pouvoir voir des petits lutins qui se battent. Je plaisante. Okay. Je plaisante. Non, mais en fait, la réponse elle est vite répondue. Pardon. Quand j'ai des bêtises, ça me fait tousser. Elle est extrêmement simple. C'est la compétence à relâcher, à libérer. C'est tellement simple, tellement là, en fait. Tu vois, ça y est, je relâche. Et moi, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir un super pouvoir. Mais en fait, c'est comme si on avait tous ce super pouvoir, mais tu le sais pas forcément. Et des fois, je vois que ça peut être long à découvrir que tu l'as. Elle relâche et l'esprit se prend la tête. Mais comment mais juste arrête. Et quand tu trouves ça, waouh, j'ai l'impression que vraiment, maintenant j'ai un super pouvoir, je peux relâcher comme ça à volonté.
Tu vois, ça résout pas tout, c'est pas une baguette magique, etc. Mais c'est quand même vachement mieux. Et c'est le seul truc. Pardon. J'ai ma gorge qui s'assèche. C'est le seul truc où je sais que c'est le meilleur choix. Je suis pas ému, c'est juste que j'ai la gorge qui... Pardon. Ça veut dire, il faut que ça se finisse là, mais... C'est le seul truc où, en fait, quel que soit le choix que tu fais dans la vie, pour moi, tu peux toujours avoir un micro-doute. C'est un micro-doute de... Peut-être ça aurait été mieux l'autre choix. Je suis pas sûr. Par contre, quand mentalement je relâche, à 0%, je me dis, peut-être de me crisper, ça aurait été mieux, tu vois. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, c'est un choix dont je suis sûr que c'est mieux. C'est forcément mieux. Et c'est quand même chouette d'avoir un truc où tu sais que c'est forcément mieux. Quand je relâche là, bah voilà, ça c'est mieux. Et je relâche là, oui, bah ça c'est mieux. C'est cool. Donc ça c'est vraiment le truc. Et tu me dis quel est le truc que t'as découvert, t'aurais jamais pensé. Bah en fait, j'aurais jamais pensé que c'était aussi simple en fait. Et c'est aussi simple et qu'il juste t'entraînes ça et tu le répètes et tu l'entraînes et tu le répètes et tu l'entraînes et tu le répètes. Et on est tellement compliqué dans notre tête qu'on pense qu'il faut imaginer des trucs de fou, d'avoir des images chamaniques, de faire de l'alchimie, de je sais pas quoi et tout ça. Je dis pas que ces choses ne peuvent pas exister aussi et qu'il y a des choses bien, mais après il y a aussi beaucoup de bazar là-dedans. Mais déjà si on commençait juste par être simple et juste relâcher, j'en parlais avec Gaston dans les podcasts, la coolitude basique déjà, tu vois, juste d'avoir un truc simple, commence par ça. Et il y a des gens qui partent dans des trucs, c'est trop compliqué. Et pourquoi je dis ça, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est que je constate qu'ils sont pas mieux, ces gens-là, après 10 ans de... Tu vois, quand tu regardes, cette personne, elle a fait ça pendant tant d'années, comment elle a changé, bah, ça a pas l'air très... Celle-ci, elle a fait ça pendant tant d'années, comment elle a changé, ah ouais, ça a l'air cool. Ah ouais, ça a l'air cool. Et ça, quand j'ai rencontré donc les enseignants d'HME, bah c'est comme ça que je veux être. Je veux être cool comme ça, moi. Alors justement, on va se quitter. Juste avant de se quitter, je voulais te montrer une image. C'est une question d'un certain Monsieur G, justement, qui... Monsieur G. Monsieur G, je vais te montrer une image. Alors, je vais la décrire ensuite pour les auditeurs. Wow. Donc voilà, c'est une image donc d'un jeune qui ressemble énormément à Julien, mais qui est beaucoup plus jeune. Est-ce que je la mettrais pas en illustration de podcast? Et Monsieur G me susurrait à l'oreille dans mon oreillette la question en voyant ce jeune pratiquant, qu'est-ce que tu lui dirais? Et finalement, t'as un peu répondu parce que, oui. Mais est-ce que tu lui dirais autre chose? J'ai un balai, là où je pense, quoi. Il a l'air un peu coincé, ce bonhomme. On peut pas vous mettre l'image, mais en tout cas, effectivement, c'est l'illustration de ce que tu viens de dire, finalement, de ce que t'as appris sur le chemin. C'est du tai chi bien coincé, quoi. Ouais. Bon, voilà, après, ça a joué son rôle dans ma compréhension de l'art. Exactement. Disons. Et voilà, mais ouais. Et tu la sors d'où cette photo, toi? Écoute, c'est comme ça, les images arrivent, on a des infos. Tu l'avais partagé, non? Le mystère demeurera, et voilà, c'était un certain Monsieur G qui m'a transmis cette question. Ça y est, tu l'as? Mais oui, Monsieur G, bien sûr. Monsieur G qu'on salue avec beaucoup d'affection. Ouais. Merci Julien d'avoir répondu à super, merci questions. Denis d'avoir joué le rôle de l'intervieweur. Ça met dans une autre position et c'est cool. Ça m'a permis de parler de trucs que j'avais en idée de podcast, mais je n'ai jamais réussi à trouver la porte d'entrée, donc super. Et du coup, on fera peut-être un deuxième épisode. Mais pourquoi super. Pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr. Et vous aurez, en vous inscrivant, accès à 1 mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.